RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mail. Comme promis maintenant, on va découvrir une marque que l'on connaît tous, mais peut-être pas si bien que ça. Direction Taïwan, je vous fais découvrir dans De quoi je me mail aujourd'hui le constructeur de PC et d'informatique Asus avec le directeur marketing et communication d'Asus France, Jonathan Angel. Bonjour Jonathan. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de vous recevoir pour parler d'Asus. C'est vrai que on voit tous sur les étals quand on va choisir un ordi ou des pubs à la télé, etc., à la marque Asus. Mais finalement, c'est la question et c'est la réflexion que je me faisais. On vous connaît pas si bien que ça, je trouve. Et pourtant, vous êtes une boîte super intéressante qui est vraiment tournée vers l'innovation avec, on va le voir tout à l'heure, des PC hyper intéressants. Malgré tout, il faut vous battre aujourd'hui dans un environnement concurrentiel qui est phénoménal. Hein. Comment distinguer un PC Asus d'un PC Acer, taïwanais aussi comme vous, cousin donc, que d'un PC HP, Lenovo, etc. On va en parler, Jonathan. Et peut-être pour commencer, un mot sur l'histoire d'Asus. Tout commence en 89, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est comme vous l'avez particulièrement bien dit, Asus est taïwanais. Donc on est d'origine taïwanaise. Taïwan, c'est un vivier d'informatique. Ouais. Il y a beaucoup de grandes marques d'informatique qui sont issues de Taïwan. Et le 89, c'est le début de l'aventure. Et ce qui est assez marrant, les débuts de l'aventure Asus, c'est finalement Acer. Pourquoi ? Parce qu'on avait 4 personnes qui travaillaient chez Acer, qui travaillaient sur des cartes mères, qui se sont rendus compte dans leur garage qu'ils pouvaient faire des produits qui étaient finalement, au niveau de la carte mère, plus aboutis que les projets sur lesquels ils travaillaient de manière plus officielle. Et ils ont décidé de partir et de créer Asus. C'est rigolo, ça c'est un peu les fugitifs d'Acer qui sont partis pour créer Exactement. Asus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ces gens-là s'entendent très bien encore avec les historiques d'Acer. Donc, on est un petit peu cousins avec la marque Acer, même si on est concurrents sur tous les marchés. Mais c'est la petite anecdote qui montre qu'on peut toujours innover, on peut toujours faire des choses. Et quand on croit à ses idées, il faut foncer. Et en partant de la carte mère, ils ont grandi, ils ont créé beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on est resté fidèle aux composants. Pendant de longues années, on a diversifié les cartes graphiques, les cartes son. Donc, les composants, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. Moi, je me souviens, il y a quelques années, en fait, quand j'ai construit mon premier PC, j'allais dans des boutiques, parfois un peu compliquées à comprendre, etc. Et on nous proposait des cartes graphiques Asus, enfin des choses comme ça. Exactement, ça c'était l'informatique des années 90. C'est ça, attention à ce que vous dites, Jonathan. Je ne suis pas si vieux que ça, enfin même si je le suis un petit peu quand même. Mais bon. Beaucoup l'ont connu et les continuent. On en voit encore beaucoup, des gens qui assemblent leur PC, même si la plus jeune génération vont plus rapidement se tourner vers des produits finis. Mais on a encore ce public-là. Et puis, quand on maîtrise la carte mère, quand on maîtrise les circuits, on rajoute un écran, un clavier, ça fait un notebook. C'est ça. Donc, on se diversifie, on enlève le clavier, ça fait une tablette, on raccourcit encore un peu, ça fait un smartphone. C'est ça. Donc, finalement, de fil en aiguille, la société s'est diversifiée et on a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en France, on était plutôt IT, composants, jusque dans le début des années 2000. On arrivait en 2002 en France. Donc, carte mère, Montgallet, la belle époque de Montgallet. Oui, la rue Montgallet à Paris. Exactement. On retrouve des revendeurs comme ça de matériel informatique. Ça existe encore. Alors, c'est plus aussi développé et les magasins ne sont pas aussi bien achalandés que par le passé. Aujourd'hui, c'est le portable qui a fait la mise. À l'époque, on achetait des tours, on installait sa carte graphique, sa carte mère, son processeur, etc. Aujourd'hui, c'est le portable qui fait. Mais c'est vrai que nous, on a vraiment percé en France et dans le monde en 2007 avec l'IPC, le netbook. Ah oui. À l'époque, les PC, c'était un peu cher, c'était un peu gros. C'est vrai. Et difficile finalement à emmener en mobilité. Et en 2007, on a sorti l'IPC, tout petit, des 10 pouces, des 11 pouces, et beaucoup plus abordable. Beaucoup d'étudiants sont équipés, des gens aussi qui avaient envie de pouvoir avoir un second PC plutôt que d'avoir son gros PC au bureau. Et puis en 2007, effectivement, ça nous a permis d'avoir une image un petit peu plus grand public. On a continué de percer. Un mot sur le netbook quand même, c'était quand même assez décrié ce type de machine. Moi je me souviens, je m'étais acheté un netbook, mais je pestais parce que évidemment c'était pas cher. On trouvait des trucs à 200 euros, 300 euros, ça coûtait pas cher, mais on n'avait pas beaucoup de puissance. C'est le compromis. Voilà, c'était ça. Voilà, et finalement le netbook n'a pas duré très 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 longtemps et je trouve que c'est pas plus mal finalement. Il a permis de casser un petit peu les codes du marché en se disant il faut changer le format de ce PC qui était un peu numérique, en se disant on peut faire des plus petits formats
Et surtout, on doit aller proposer des prix plus Voilà, abordables. puis ça démocratisait un peu l'informatique, même si effectivement c'était lent, même si c'était bon, voilà. Mais au moins ça a permis à des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter un petit PC. Tout à fait, pour des milliers de personnes. J'évoquais les étudiants, mais c'est particulièrement vrai. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui étaient étudiants qui me racontent. Moi, j'ai fait mes études avec un IPC. Ouais, c'est génial. Donc, bon, aujourd'hui, on leur propose des choses bien plus évoluées, mais à l'époque, effectivement, ça permettait d'offrir une solution informatique à beaucoup de monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, on trouve plus de PC à 200, 300 euros. Enfin, c'est compliqué. Alors, non nous, on n'en propose pas. Ouais. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui le proposent. C'est très difficile si on va avoir un produit de qualité. Oui, c'est ça. On pourra en reparler, des produits Chrome aujourd'hui, donc des Chromebooks. Oui, mais vous êtes d'ailleurs encore, sur ce marché aussi. on des y Chromebooks est, effectivement. qui cartonnent aux US, qui sont quasi inexistants en France. Très difficile en France. C'est vrai que les US, eux, ils ont développé leur modèle sur des PC, des Chromebooks à 200-300 $. Donc on retrouve très peu de stockage, très peu de mémoire vive, donc très peu de puissance. Il faut savoir ce qu'on achète. Mais nous, aujourd'hui, on fait des Chromebooks un petit peu plus évolués, avec plus de stockage. Et avec un joli design pour certains, Exactement. etc. Mais enfin, ça, c'est un peu la patte d'Asus, hein, on en parlera tout à l'heure du design. Bien sûr. Mais juste un mot sur le Chromebook. Rappelons, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un PC, mais qui ne tourne pas sous Windows, qui tourne sous Chrome OS, qui est l'OS donc de Google, hein, qui se veut hyper connecté. C'est-à-dire que si on n'a pas de connexion, ça devient difficile. C'est ça. Effectivement, Google a beaucoup de suites en ligne, notamment sa suite qui s'apparente effectivement à la suite Office. Donc ils ont tout ça en ligne, ils ont beaucoup de services en ligne. Donc tant qu'on a une très bonne connexion, c'est très bien. Maintenant, les stockages sont plus limités. Donc le stockage interne, on va plutôt faire appel au cloud. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est des configurations un petit peu plus puissantes, plus de stockage pour pouvoir pallier à certains inconvénients, pour pouvoir quand même travailler en ligne avec son outil. Oui, parce que s'il n'y a pas du Wi-Fi, par exemple, dans tous les avions, si on n'a pas de Wi-Fi, si on ne peut pas récupérer ses documents, ça devient embêtant. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, mais comment distinguez-vous Asus de toute la concurrence, Jonathan, aujourd'hui? Parce que je le disais au début, le marché du PC est un marché très concurrentiel, qui est flat, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas la folie du PC, hein, qui est concurrencée par le smartphone, les tablettes, etc. Donc voilà. Comment se distinguer d'un Acer, par exemple, votre cousin, d'un HP, d'un Lenovo, de tous ces grands acteurs? Parce que finalement, à l'intérieur, c'est à peu près tous, vous avez à peu près tous la même chose, un processeur Intel, de la mémoire, un écran, enfin voilà quoi. Tout à fait. Alors, on va parler des PC, mais c'est vrai que pour nous, la première marque de différenciation, c'est le groupe. Et le groupe, on a rapidement émis les contours, on va en reparler, mais on a une gamme de produits très large qui permet de se positionner en termes d'image sur un acteur majeur. Oui, vous ne faites pas que du PC portable. Évidemment. Mais pour revenir à votre question sur les PC portables, nous, c'est l'innovation. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître simple, mais une marque tech, c'est innover toujours. Notre slogan, c'est In Search of Innovation, en quête de l'innovation. Tout le temps, rechercher quelque chose de nouveau. Et sur le PC, effectivement, on ne se contente pas du statu quo. On a vu par le passé effectivement des évolutions, on a parlé du netbook, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on rend les PC plus fins, un petit peu plus design, mais finalement l'ergonomie et la manière d'interagir avec son ordinateur est restée la même. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de réfléchir différemment, de sortir finalement de la boîte, la fameuse boîte, out of the box, et de dire qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et nos ingénieurs ont réfléchi en se disant qu'effectivement, l'espace du clavier, il n'avait pas besoin d'avoir autant de place. On a réduit l'espace, on a mis le clavier en bas et on a rajouté un écran. Donc ça, c'est un exemple concret d'innovation pour parler finalement différemment de composants, de processeurs Core i7 ou pas, et de parler d'ergonomie et de choses que les concurrents n'ont pas. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, hein, parce que, de quoi jamais diffuser sur MC dimanche matin, à la radio, c'est compliqué de vous montrer des trucs, mais si vous êtes avec nous en vidéo, on va vous montrer ce concept en fait de PC avec donc le haut du clavier, qui n'est pas un clavier, qui est un grand écran. En fait, je vais faire l'analogie avec Apple, c'est une grosse touch bar. Une très grosse touch bar. Pour que les gens comprennent. Hein, Bien sûr. C'est ça, c'est une grosse touch bar, avec un écran de meilleure qualité d'ailleurs, hein, qui est un vrai écran. Un vrai écran, totalement. Mais ça sert à quoi, en fait? Alors, nous, comment il a été pensé, c'est qu'on aperçoit qu'en question de mobilité, beaucoup de personnes n'arrivent plus à se contenter d'un simple écran. L'ordinateur, c'est avant tout un outil productif. On en reparlera aussi. Les smartphones ont pris une place très importante aujourd'hui dans l'univers tech. Donc tout ce qui est consultatif, le smartphone fait largement le travail. Mais dès qu'on utilise un PC, on a besoin d'être productif. Plusieurs fenêtres, on ne va pas se contenter de juste écrire un article, on va suivre peut-être les news sur notre TweetDeck, regarder aussi peut-être des vidéos, écouter de la musique. Il y a beaucoup de multitâches. Et le multitâche sur un écran de 14 ou 15 pouces, ça devient difficile. Alors on fait du Alt-Tab, pour ceux qui connaissent la petite manipulation sur le clavier, où on va chercher avec la souris, et on va réduire les fenêtres et faire décaler. Là, l'avantage, c'est d'avoir finalement un deuxième écran sur son ordinateur,
on est dans le train, on est chez soi, on n'a pas un deuxième écran, et ben on a toutes ces fenêtres qui sont disposées devant nous. Par exemple, travailler sous Word tranquillement, et puis de temps en temps, me regarder une petite vidéo, par exemple 01 TV, ou faire autre chose, ou peut-être chercher de l'information complémentaire pour justement enrichir mon document, etc. Voilà, ça c'est du multitâche de base, et on pense aussi aux gens qui sont plus productifs au sens créatif du terme, qui vont utiliser des suites créatives comme Adobe par exemple, pour pas les citer. Et ben on va garder son plan de travail principal et on va mettre tous ces outils, toute cette palette finalement en bas, dans l'écran secondaire, pour pouvoir avoir un bel angle de vision et pouvoir travailler sur sa créa, sa vidéo ou son document de manière complètement limpide. Et alors, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, sur ce format-là, on est les seuls à le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait lancé l'année dernière, un plus petit écran qu'on avait situé au niveau du trackpad. Donc là, on va utiliser la souris. Après, d'autres concurrents ont essayé de faire comme nous, on fait des seconds écrans comme cela. HP notamment avec du gaming, je crois. Exactement, HP l'a fait, donc ils ont pris ce petit écran et ils l'ont mis au-dessus. Et nous, ce qu'on a fait effectivement, en même temps qu'ils sortaient ce petit écran au-dessus, nous on a sorti le très grand écran directement au-dessus du clavier. Et là, en termes d'expérience, c'est vraiment intéressant. On est très, très content des résultats, puisque déjà la plupart de vos confrères ont soulevé effectivement le point en précisant que c'était une très belle avancée pour le PC. Pour nous, c'est important de montrer la voie à ce qu'on pense être le futur du PC. Alors justement, mais on en parle parce que c'est qu'un début. Évidemment, vous étiez au CES de Las Vegas, tout à fait. Comme tous les constructeurs de PC, pour présenter vos nouveautés. Justement, qu'est-ce que vous avez présenté au CES ? Alors au CES, nous on a une prise de parole un peu plus gaming pour le coup, parce que on a une marque gaming au sein du groupe Asus, Republic of Gamers. Là aussi, on pourra en reparler, qui a été finalement précurseur sur le marché de l'IT gaming sur beaucoup de domaines. Et puis on a annoncé quelques nouveautés. Alors on va aller tout de suite vers l'avenir du PC gaming, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux gamers, ou en tout cas des gens qui étaient gamers et qui assument un petit peu moins cette identité RGB, donc les fameuses lumières qu'on va avoir un petit peu partout sur les PC. Ouais, c'est plus le tuning du PC hyper lumineux, hyper voyant, alors, etc. Ça existe encore, il y a effectivement de la demande pour ça. Mais il faut aussi quelque chose de plus discret, plus design, de plus fin, de plus léger aussi. Et ça, c'est une nouvelle tendance. Mais là, l'équation technologique, elle est réalisable là. Faire des PC plus fins, plus légers et assez puissants pour pouvoir contenter les gamers ? Elle est très difficile et c'est notre force, c'est d'avoir des ingénieurs qui travaillent sur le gaming, sur la gestion finalement de l'aération, la gestion de la chaleur au sein d'un châssis qui est tout petit depuis des années, qui arrivent à faire des prouesses technologiques pour mettre des cartes graphiques très puissantes dans des châssis qui s'apparentent à des ultrabooks. C'est ça. Et ça, effectivement, tous les ans, on arrive à améliorer la dissipation de chaleur. Alors on a des partenaires, Intel, AMD qui travaillent également sur des processeurs qui chauffent moins. Bien sûr. Et petit à petit, on miniaturise, on arrive à on va appeler ça des ultrabooks gamers finalement. Donc on a des châssis 14 pouces très fins avec des capacités de calcul et donc de puissance qui sont au rendez-vous. Alors vous avez montré aussi un PC qui a la particularité d'avoir au dos toute une série de LED. Alors là on est peut-être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que là on est moins discret. Oui. On va pouvoir afficher en fait. Alors c'est un gadget, c'est pas ça qui va révolutionner à mon avis l'informatique, mais expliquez-nous ce que c'est. Alors contrairement au screenpad sur lequel nous on croit, le screenpad étant le second écran sur lequel on croit beaucoup pour le futur, là c'est plus un clin d'œil, une innovation un petit peu pour faire sourire et puis pour montrer quelques usages un peu sympa, un peu marrant. Donc, comme tu l'as très rapidement dit, c'est des LED à l'arrière du châssis qui peuvent afficher ce qu'on veut. Donc, en termes de personnalisation, déjà, c'est vraiment très sympa. On peut se faire plaisir, on peut mettre le logo de sa marque si on est une petite entreprise, si on est effectivement un média. En fait. On peut personnaliser. On peut passer des messages. D'accord. Et puis, aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération d'utilisateurs qui, effectivement, tous les PC peuvent se ressembler. On arrive, on voit un PC, c'est un écran, c'est noir, c'est rouge dans le gaming. Et puis, finalement, ça se ressemble un petit peu. Notre but, c'est de se dire, on va vous laisser vous exprimer, mettre vos propres messages, faire vos propres dessins. On le voit, c'est une génération qui aime créer des contenus, qui a besoin effectivement de créer des choses nouvelles. C'est pour affirmer son identité finalement. Tout à fait, c'est le but. Et puis on peut imaginer beaucoup de choses demain. Je parlais effectivement dans le domaine de l'entreprise, afficher des messages de bienvenue, afficher des messages promotionnels, se faire un petit peu plaisir. Alors c'est une direction pour le petit clin d'œil de l'innovation. On croit plus en d'autres technologies. Ouais, c'est clair. Tiens, justement alors, c'était pas vous, je crois que c'était Lenovo qui a présenté au CES
CES de Las Vegas, une espèce de PC pliable. Tout à fait. Donc on connaît aujourd'hui les téléphones pliables, on va parler des smartphones dans un instant, mais voilà, on voit que l'écran pliable peut arriver sur des grandes tailles, et donc c'était un PC qui se pliait en fait et qui permettait en fait soit d'avoir quelque chose d'assez compact, soit d'un grand écran tactile. Est-ce que vous travaillez, est-ce qu'à votre avis l'avenir du PC c'est aussi ce type de choses, ces écrans pliables? Alors nous, on y travaille. C'est vrai qu'on avait sorti il y a 1 an et demi un prototype qu'on appelle le Precog. Alors on montrait ce que il nous semblait être l'avenir du PC. Ça ressemble grandement à ce que Lenovo a pu présenter. C'était finalement deux grands écrans complets qui pouvaient interagir l'un et l'autre, sur lesquels on pouvait rajouter un clavier physique qui était reconnu par l'intelligence artificielle du PC directement, pour avoir le confort du clavier physique. Et finalement, c'est là où finalement ça devient moins intéressant, parce qu'on se retrouve avec un accessoire supplémentaire. Alors après, ça dépend de la configuration qu'on souhaite utiliser. Ouais. Si on sait qu'on va rester sur une situation plutôt de consultation, de mobilité, on va laisser le clavier de côté. Et si on va partir en voyage et on sait que par exemple dans le train, on va avoir besoin d'écrire un contenu, un article, on va mettre le petit clavier qui se plie également dans son sac. On pourra le ressortir au bon moment. Mais ce qu'on pense très profondément, c'est qu'effectivement, le PC va encore énormément changer et qu'on voit des convergences aujourd'hui entre le smartphone et le PC. Évidemment, ça va continuer. Après, il va falloir trouver le bon format. Je pense que personne n'a encore la bonne formule. Des fois, les personnes trouvent que les grands smartphones sont trop grands, que les écrans de PC, des fois, sont trop petits, parce qu'on a aussi besoin d'un confort. Quand on va écrire un article, on va consulter des vidéos. Mais est-ce qu'à votre avis, l'idéal, c'est entre les deux ? Est-ce qu'on peut imaginer un petit PC hyper léger, hyper fin, hyper puissant, qui pourrait être, je sais pas moi, de la taille d'un petit iPad par exemple? Je cite encore Apple, je suis désolé, mais... Peut-être dans le futur, avec des technologies pliables, comme on commence à les voir arriver, qui ne sont pas encore matures, qui permettent de faire des jolis prototypes, des jolies annonces, c'est vrai, mais qui ne sont pas encore matures pour l'exploitation. Peut-être plus tard, quand on va pouvoir plier ces devices. Aujourd'hui, un écran d'ordinateur, c'est de la productivité. On a besoin d'avoir une taille d'écran importante. Nous, on fait effectivement des 10, 11, 12 pouces sur du PC, mais c'est pas ce qui se vend le mieux parce que les gens ont besoin d'avoir minimum du 13, du 14 ou du 15 pouces. C'est vrai que pour travailler, c'est très important. C'est quand même Donc important. la convergence entre finalement le PC qui nous permet de travailler et de consulter des contenus plutôt vidéo et le smartphone consultatif et pour le divertissement, elle est encore difficile. L'écran pliable, peut-être, apportera des solutions. Il y aura donc il y a des choses qui vont arriver chez vous, j'imagine. Tout à fait. Nous, on continue de travailler sur ces technologies. Le double écran, comme on l'a aujourd'hui sur le ScreenPad Plus avec le ZenBook, va continuer sur d'autres produits qui arriveront plus tard. Et puis, évidemment, on va continuer d'élargir les seconds écrans. Il faut de l'ergonomie pour l'utilisateur. Le double écran qui est aussi le futur vu par Microsoft avec le Surface Duo, qui est aussi un produit assez étonnant. En fait, on a deux écrans qui sont hyper rapprochés l'un à l'autre. Donc, en fait, ce n'est pas un écran pliable, mais deux écrans qui se déplient finalement. C'est peut-être ça aussi. Et qui vont interagir entre eux. Et ça, c'est important. Nous, on l'a montré sur le ScreenPad Plus. Les deux écrans sont entièrement autonomes, mais également permettent de communiquer entre eux pour avoir quelque chose d'intéressant. Et Microsoft va dans cette direction aussi. Alors, si Microsoft nous suit et en plus de ça va adapter Windows, on devrait avoir de belles choses qui arriveront dans le futur. Ouais, même si je crois qu'ils vont sortir l'un de leurs appareils sous Android. C'est ça qui est assez paradoxal. Alors ça, c'était étonnant. Mais effectivement, je pense qu'ils essaient de voir un petit peu large également. C'est clair. Vous prévoyez par exemple de sortir des machines un peu comme ça imposantes sous Android? C'est quelque chose qui est envisageable ou vous êtes Microsoft 100%? Alors il n'y a pas que Microsoft 100% puisqu'on fait également des Chromebooks avec Google. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Alors c'est autre chose qu'Android, oui, Chromebook. Bien sûr. Vraiment, mais nous aujourd'hui, c'est que on va continuer de croire en Chromebook. Il y a des choses intéressantes qui sont faites, notamment dans le milieu de l'éducation et pour les étudiants. Mais aujourd'hui, on se concentrait sur Windows et sur Chrome OS. Alors, on le disait, Asus a quand même un ADN très fort de gamer, avec la marque Republic of Gamer, et puis aussi des appareils un peu... j'allais dire bizarre, mais c'est pas méchamment que je dis ça, des smartphones qui ont été, on va dire, taillés pour le gaming, etc. Oui. Là aussi, vous y croyez à ce marché qui est un marché de niche, on va dire du portable gamer? Ouais, on y croit fortement. Alors, pour vous répondre, je vais reprendre un tout petit historique sur Asus Republic of Gamer, qui a été créé en 2006, d'abord sur des composants, et on faisait des très belles tours. Tout le monde avait sa tour, tout le monde avait son grand écran. Qui clignotait dans tous les sens. Et là, nous, on arrive en se disant, on va vous sortir un ordinateur portable pour le gaming. Et là, tout le monde nous a pris pour des fous en disant, mais pourquoi est-ce que je vais prendre un ordinateur portable que je vais devoir brancher, qui va avoir une batterie, alors que j'ai une très belle tour et un très bel écran? Et puis, est-ce que je vais avoir la même puissance de ma tour? Exactement, beaucoup de questions. Mais oui. Et finalement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, aujourd'hui, les ordinateurs portables gamers, est-ce qu'ils se vendent le mieux dans le marché, en tout cas de l'IT gaming?
Et on est persuadé que sur le mobile gaming, donc les smartphones gamers, c'est quelque chose qui va arriver aussi tout doucement. Et puis il suffit de regarder ce qui se fait en Asie. Quand on va en Asie aujourd'hui, c'est super intéressant. Ils n'ont pas du tout les mêmes usages que nous, notamment sur le jeu vidéo. Et on va avoir des personnes dans le métro, qui sont en pause de travail, qui vont jouer alors à des MOBA, donc des jeux très puissants. Ils ne vont pas jouer à Candy Crush comme nous, ils ne vont pas jouer à des petits jeux, mais ils vont avoir des smartphones. Qui nécessitent une puissance. Exactement. Et on voit que cette tendance, ça commence à arriver. Doucement en Europe, on n'a pas les mêmes usages, mais on va avoir des gens, donc on appelle effectivement les hardcore gamers, des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo, qui aiment pouvoir effectivement tester tout ce qui se fait de nouveau. Et sur smartphone, il y a beaucoup de développeurs qui arrivent avec des solutions et des jeux qui sont très gourmands. Mais Jonathan, alors on prend du haut de gamme, Samsung, OnePlus, etc. Il y a la même puissance que sur votre machine finalement. Alors, à peu de choses près, oui, même si on a des petits détails. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est l'ergonomie du téléphone. D'accord. Nous, ce téléphone, je vais me permettre de le prendre en main très rapidement. Ce qui fait la différence, on va reparler de l'écran juste après, c'est l'ergonomie. Il est pensé effectivement pour le jeu de manière horizontale. La plupart des jeux qui sont gourmands, on va pas les jouer en vertical, on va les jouer de manière horizontale. On va avoir ce qu'on appelle les air triggers, qui sont des petites manettes ici. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a été taillé pour le jeu, l'ergonomie a été réfléchie pour le jeu. C'est une manette en fait, avec un écran. Avec un prix qui est plus élevé que, on va dire, un smartphone haut de gamme. On est dans quel domaine de prix ? Aujourd'hui, on peut trouver ce smartphone à 699 €. D'accord. Donc, on a le meilleur processeur qu'il y a sur le marché, 855 de Snapdragon. On va avoir des grosses configurations avec du 8, 10 et même 12 gigas de mémoire vive. Du stockage, on commence à 128, on va jusqu'à 1 Tera. On a effectivement la mémoire vive ultra rapide, les dernières finalement technologies. Jonathan, juste un mot pour terminer sur l'accessoire qui est qu'on peut aussi acquérir avec ce téléphone. Là, ça se transforme en une super console de jeu, c'est ça ? C'était le petit bonus. On parlait de l'ergonomie du téléphone, on parlait des avantages qu'il a en téléphone seul. Nous, on pousse plus loin la réflexion. Parce qu'en tant qu'expert du gaming, on ne veut pas se contenter de proposer un téléphone avec quelques petites features gaming. Alors, on propose finalement beaucoup d'accessoires pour avoir une réelle machine de jeu mobile. Alors, on a des manettes qu'on peut... Alors là, il y a 2 écrans, c'est ça ? Exactement. Ça s'appelle le Twin View Dock, qui vous permet d'avoir un deuxième écran pour pouvoir jouer d'un côté et peut-être consulter votre WhatsApp ou n'importe quel autre contenu. On revient un peu à la logique du PC. Ou avoir pour les jeux compatibles avec lesquels on travaille aujourd'hui avec beaucoup de développeurs. Avoir finalement peut-être son action principale ici, la carte du jeu, ou bien son inventaire sur un jeu où on va avoir un inventaire. Oui, un prolongement du jeu sur un deuxième écran. Et alors ce type d'accessoire est disponible d'ores et déjà, et ça coûte combien ? Alors les accessoires, les prix sont variables. On va effectivement des accessoires qui vont coûter 100 €. Le Twin View Dock, lui, va coûter un petit peu plus cher, plus de 200 €. Il faut savoir que c'est un deuxième écran AMOLED, Full HD. Donc le même 200 € plus le prix du smartphone en fait. Exactement. Et on a une deuxième batterie dans le support qui permet d'étendre encore la durée de vie, c'est important pour les gamers. Donc on a vraiment des solutions, un écosystème global qui sont pensés pour le jeu vidéo. Et donc là, cet écosystème global, on s'en tire à combien ? Le smartphone plus l'accessoire ? Si on prend l'ensemble du pack, on va arriver autour des 1 000 €. 1 000 €, d'accord. Donc c'est plus cher qu'une Switch par exemple, mais on a énormément de puissance finalement, et puis je pense pas que ce soit les mêmes personnes qui jouent à la Switch. Et puis accessoirement on peut téléphoner, je dis ça avec le sourire, mais c'est un smartphone, il faut pas l'oublier, c'est un outil qu'on va conserver dans sa poche au quotidien, avec lequel on va communiquer, avec lequel on va travailler pour certains, et on va avoir beaucoup d'applications, donc il va également servir pour le jeu, mais pas que. Jonathan Engel, on vit une période un peu, on va dire, passionnante pour les télécoms avec l'arrivée de la 5G. On parle beaucoup de jeux vidéo et de mobilité. C'est l'une des caractéristiques en fait d'Asus. Vous pensez que la 5G va changer des choses en matière de jeux et de mobilité ou pas ? Définitivement, ça changera des choses, même si je pense qu'on doit entendre un petit peu avant de voir vraiment les changements profonds. La 5G en France, ça sera plutôt fin d'année 2020. On va découvrir les premiers usages et je pense que en 2020, on n'aura que les prémices des interconnexions qu'on va pouvoir envisager avec les devices. Il ne faut pas oublier qu'on attend aussi les opérateurs de proposer des forfaits qui seront adéquats. On parle aujourd'hui de taux de débit complètement exceptionnels, mais les forfaits qu'on a aujourd'hui ne permettent pas de pouvoir faire ce qu'on veut en termes de téléchargement. Donc il va falloir aussi adapter tout ça. Aujourd'hui, si on va jouer en ligne ou si on va avoir de l'interconnexion qui va générer beaucoup de téléchargements ou rien que le Wi-Fi encore. Le forfait va pas suivre. Donc la 5G va changer des choses, c'est sûr. Je pense qu'on verra les prémices en 2020. Et plus en 2021. D'accord, mais donc on peut imaginer demain que les PC portables soient
5G compatible automatiquement pour qu'on puisse choisir le meilleur réseau pour pouvoir rester connecté? Tout à fait, on parlait de convergence entre les PC et les smartphones. Ouais. On avait commencé, nous, effectivement, il y a 2 ans, à travailler avec Qualcomm. On proposait des PC équipés de puces 4G. Oui. Alors, aujourd'hui, les utilisateurs, ce ne sont pas des solutions qui ils vont aller chercher de manière prioritaire, parce qu'ils sont encore, effectivement, sur l'ancien modèle. On perçoit un début de demande sur ces sujets-là. La mobilité pour les professionnels, qui ne vont pas avoir du Wi-Fi partout, et qui vont avoir besoin d'Internet en mobilité. Avec les SIM notamment, hein, évidemment. La carte SIM qui est virtuelle, hein, qui est intégrée à l'appareil. Et puis demain, on pourra changer en ligne directement d'opérateur, si les opérateurs le proposent. Mais technologiquement, on sait que c'est prêt et on sait que la 5G va accélérer tout ça. D'accord. À noter aussi qu'Asus vend des routeurs Wi-Fi et des extendeurs Wi-Fi. Hein. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est pas le type de produit qu'on achète beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de box. Mais aux US notamment, vous vendez beaucoup ce type de produit. Tout à fait. Vous êtes des concurrents de Netgear ou des boîtes comme ça aussi. Complètement. On a une BU qui est dédiée à ça. Alors, on en parle peu en France, très justement, comme vous le précisez, parce qu'on a les box des opérateurs qui sont très bien implantés dans les foyers. Mais les personnes qui aiment la tech, qui suivent un petit peu de plus près les produits, ils achètent ces produits-là parce qu'ils ont envie d'avoir un très bon débit, sans m'étaler beaucoup sur ces produits. Déjà, le débit est très bon, la sécurité est très forte, et puis on peut choisir finalement chaque device au sein du foyer qui va avoir accès, quel débit, quelle heure. Si on a des enfants sur lesquels on veut couper, oui, on peut vraiment verrouiller son accès. Exactement, ça permet d'avoir une ergonomie vraiment bien plus poussée. Jonathan Angèle, merci pour toutes ces infos concernant ce constructeur Asus taïwanais que je suis persuadé vous connaissez mieux maintenant. Merci beaucoup. J'espère. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver le dimanche matin sur RMC et puis bien sûr sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur les box. Vous le savez, 24h sur 24. Merci de nous suivre. Très bon week-end et à très bientôt. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.